Dès le départ, une voix vous interpelle sans détour. Quel sens voulez-vous donner à votre vie? Ce n'est pas une formule toute faite, c'est une révélation brutale qui met en lumière ce que vous avez toléré en silence. Napoleon Hill apparaît ici comme un penseur qui applique une méthode à l'âme, non pas un oracle, mais un analyste de la volonté humaine, quelqu'un qui a transformé des schémas en règles, des règles strictes, simples et implacables, capables de métamorphoser l'intention en action. Sa présence est intellectuelle, concrète. Il incarne un modèle d'investigation du désir, de la discipline et de l'action. Il ne promet pas de miracle, il expose des mécanismes. Et c'est dans ce cadre clair et rationnel que naissent les premières étincelles d'un véritable changement. Il ne demande pas une foi aveugle, mais une expérimentation rigoureuse. Il vous invite à mettre à l'épreuve vos propres hypothèses, à examiner attentivement quelles pensées guident vos choix. Selon lui, l'esprit est une usine. Si vous ne le gérez pas, il gaspille des matières premières. Cette image peut paraître dure, mais elle recèle la douceur précise de celui qui recherche des résultats. Quand Hill parle de désir ardent, il ne parle pas d'un enthousiasme passager, mais d'une force concentrée et mesurable qui se mue en plans. Et les plans exigent des calculs, des échéances et des efforts. C'est là que la sagesse ancestrale, les leçons des proverbes, la prudence profane, rencontrent la méthode de Hill, l'alliance d'un objectif précis et d'un travail systématique. On peut observer une constante. On atteint ce que l'on conçoit avec clarté et persévérance. Mais il ne s'agit pas seulement de concevoir. Il faut aussi mettre en œuvre, ajuster et persévérer. Il enseignait que le désir sans organisation n'est que chimère. Je le répète, le désir sans forme est du vent. Maîtriser ses impulsions, structurer ses routines et créer des habitudes, c'est façonner son destin. Voyez votre vie comme un chantier. Qu'est-ce qui est en construction? Qu'est-ce qui reste inachevé? Il ne vient pas consoler votre indécision. Il vient vous offrir des outils pour démolir les excuses et développer vos compétences. Il est essentiel de faire une distinction claire. Il ne garantit pas le confort, mais une méthode. Il ne transforme pas le caractère d'autrui. Il indique les processus que chacun peut appliquer pour le transformer. Cette nuance est fondamentale car elle dissipe toute aura mystique et place la responsabilité là où elle doit être, entre vos mains. La pratique proposée exige de renoncer aux habitudes superficielles, aux discours qui justifient la médiocrité. Il avertit sans détour. Quiconque refuse le travail d'introspection sera toujours otage des circonstances. C'est pourquoi la question initiale revient, plus incisive que jamais. Voulez-vous simplement survivre ou aspirez-vous à construire un avenir à la hauteur de vos plus grandes aspirations? À mesure que vous avancez, il vous invite à cultiver la clarté. Non pas une illusion de clarté, mais une clarté qui se mesure en objectifs, en chiffres, en échéances. Définir un but pour lui, c'est comme dessiner les plans d'une maison. Sans plan, on érige des murs de travers et on engendre des dépenses inutiles. La discipline apparaît comme un ingénieur discret, celui qui vérifie les mesures et corrige avant que le désastre ne survienne. Et quand il parle d'autosuggestion, il ne parle pas de magie. Il parle de la répétition stratégique d'idées qui alignent la pensée et l'action. Les pensées répétées définissent le comportement. Les comportements répétés façonnent le destin. C'est une science pratique de la vie. Mais la vie réelle s'obstine à semer le trouble. Peur, critique, influences extérieures, confort illusoire. Il reconnaît ses forces. Il décrit l'esprit humain avec un détachement clinique et une compassion pragmatique. Il comprend les résistances, sans pour autant les excuser. Il recommande une vigilance constante quant à l'environnement mental, en choisissant avec soin les voies qui imprègnent notre attention, car nul ne bâtit un empire sur un brouhaha mental. Amitié, lecture, phrases répétées, environnement, tout cela alimente notre système mental. La proposition consiste à purifier, organiser et renouveler ce flux d'informations comme on purifie l'eau avant de semer. Il ne s'agit pas d'isolement, mais de sélection consciente. Il apporte également la notion pragmatique d'expérimentation et de correction. Au lieu de proclamer des vérités immuables, il propose des hypothèses personnelles. Tester une routine pendant 30 jours, noter les résultats, reproduire ce qui fonctionne et abandonner le reste. Cette méthode transforme le discours en laboratoire, l'idéalisme en ingénierie des habitudes. Il n'ignore pas l'émotion, il la canalise. Dans son modèle,
Motivation et système sont indissociables. L'émotion alimente le moteur. Le système régule la consommation. Sans moteur, pas de démarrage. Sans système, pas d'arrivée. À la lecture, un certain malaise peut survenir. Ce modèle exige du courage pour examiner ses erreurs, admettre ses négligences et reconnaître que les bonnes intentions n'ont pas suffi. Mais pour Hill, ce malaise est le signe que le changement est en marche. Reconnaître ses limites est le premier pas vers leur dépassement. De cette prise de conscience découle une démarche concrète. Se fixer des objectifs clairs, organiser son temps, cultiver la persévérance et préserver son équilibre mental. Au-delà du choc initial, il invite à un renoncement serein. Abandonner l'idée que le succès relève de la chance ou du destin. Le succès, selon lui, est la somme de décisions conscientes. Il n'y a pas de promesse d'absence de souffrance. Il y a celle d'une plus grande prévisibilité. Appliquer une méthode réduit l'incertitude. Réduire l'incertitude élargit le champ des possibles. C'est dans cet espace que l'on vit avec dignité et intensité. La pièce se conclut pour l'instant, non pas par une solution toute faite, mais par un engagement nécessaire. S'examiner avec rigueur et, dès aujourd'hui, élaborer un plan concret. Il ne réclame pas de dévotion, mais une discipline appliquée, et nous rappelle, avec l'élégance d'un spécialiste des sciences humaines, la maîtrise de soi est le capital premier. Accepter ce principe, c'est faire de sa vie un projet, et non plus un terrain de hasard. C'est à ce seuil, entre la décision de s'adapter et l'inertie habituelle, que se joue le destin de l'histoire. Continuera-t-elle comme hier ou s'engagera-t-elle sur la voie d'une construction? Parfois, la vie semble tourner en rond, silencieuse. On se lève, on remplit ses obligations, on règle les problèmes, et avant même de s'en rendre compte, la journée est finie sans que rien n'ait vraiment changé. Napoleon Hill a analysé ce phénomène avec une précision troublante. Il affirmait que le plus grand ennemi du progrès n'est pas l'échec, mais la routine automatique, celle qui nous fait croire que nous vivons pleinement, alors qu'en réalité, nous ne faisons que répéter les mêmes gestes. Cette prise de conscience est douloureuse car elle touche à des aspects que nous préférons ignorer. Mais c'est précisément ce malaise qui ouvre la voie à un changement durable. Et c'est à ce moment précis que Hill apparaît comme le penseur qui interrompt ce cycle infernal et nous interroge sur ce que nous construisons avec nos journées, et non avec nos rêves. Avez-vous déjà remarqué comment de petites habitudes façonnent des destins entiers? Pensez à ces matins où vous vous réveillez pressé et décidez de remettre à plus tard quelque chose d'important. Pensez aux conversations que vous évitez, aux rendez-vous que vous reportez, aux objectifs que vous repoussez. Ces détails semblent insignifiants sur le moment, mais ils s'accumulent comme des briques bancales qui, plus tard, compromettent toute une construction. Il n'en parlait pas avec culpabilité, il en parlait avec objectivité. Pour lui, les habitudes révèlent ce qui compte vraiment pour vous, et non ce que vous prétendez valoir. Et cette distinction, bien que simple, soulève une question dérangeante. Vos actions confirment-elles vos désirs ou révèlent-elles un manque de direction? Imaginez une personne ordinaire, quelqu'un comme vous. Elle rentre du travail, épuisée, pose son téléphone quelques instants, respire profondément et pense à la vie qu'elle souhaiterait mener. Peut-être rêve-t-elle de stabilité financière, peut-être souhaite-t-elle passer plus de temps en famille, peut-être veut-elle se lancer dans un projet qu'elle a toujours remis à plus tard. Mais la réalité la rattrape avec ses factures, ses échéances, ses obligations, et tout revient au point de départ. La différence entre le rêve et la réalité, selon Hill, réside dans la capacité à transformer l'intention en action, même lorsque l'épuisement est à son comble. Il considérait la discipline comme une sorte de levier silencieux, qui n'agit que lorsqu'on ne la surveille pas, et c'est précisément pour cela qu'elle est si efficace. Il est étrange de penser que le changement ne commence pas par un grand élan de motivation, mais par les décisions discrètes que l'on prend en solitaire. Il disait que la discipline est le pont entre l'idéal et le réel. Mais comment construire ce pont quand la vie semble si exigeante? Il indiquait une voie simple, choisir un seul changement, et non tous. Commencer par le minimum, 5 minutes de lecture par jour, un léger ajustement de son budget, l'engagement de terminer une tâche avant de se reposer. De petits efforts réguliers l'emportent sur de grandes intentions intermittentes. La vie quotidienne est pleine d'opportunités, mais seuls ceux qui agissent les découvrent. C'est au sein de ce rythme qu'émerge un élément que Hill admirait profondément, la capacité d'observer sa propre vie avec un regard extérieur. Il encourageait l'habitude de tout remettre en question,
avec honnêteté? Pourquoi répétez-vous certains schémas? Pourquoi réagissez-vous de la même manière aux mêmes situations? Pourquoi attirez-vous les mêmes problèmes? Cette analyse n'est pas une accusation, mais un outil. Elle transforme le chaos en données. Et lorsque vous transformez le chaos en données, vous reprenez le contrôle. Mais Hill insistait sur un point. La vérité intérieure ne se révèle qu'à ceux qui sont prêts à l'affronter sans excuse. Au quotidien, cela se traduit par des décisions en apparence anodines. Choisissez-vous de gaspiller votre énergie dans des disputes stériles? Ou préférez-vous un silence stratégique? Cultivez-vous une mentalité de pénurie? Ou entraînez-vous votre esprit à envisager les possibilités? Fréquentez-vous des personnes qui vous épuisent ou celles qui élargissent vos horizons? Il appelait cela l'environnement mental et soulignait son influence plus déterminante que le talent. Combien de fois votre humeur a-t-elle changé à cause d'une personne négative? Combien de fois avez-vous perdu votre concentration à cause d'une remarque inattendue? Combien de fois vous êtes-vous saboté en accordant de l'importance à ceux qui n'avaient pas leur mot à dire? En réalité, l'environnement façonne les comportements, et les comportements façonnent le destin. Il a observé que beaucoup se perdent non par manque de capacité, mais par distraction excessive. Il existe un type de distraction qui ne semble pas destructeur. Elle se dissimule sous les apparences du repos, du divertissement ou d'une conversation anodine, mais elle ronge lentement votre énergie vitale. Il ne s'agissait pas de rejeter les loisirs, mais de comprendre la différence entre le repos volontaire et la fuite émotionnelle. Fuir, c'est procrastiner. Se reposer, c'est se ressourcer. Cette distinction change tout. Combien de fois vous êtes-vous vraiment reposé? Combien de fois avez-vous simplement fui votre propre personne? À ce stade, le récit prend un tournant plus grave. Il met en lumière un schéma souvent ignoré. Toute vie sans but précis attire les pressions de toutes parts, et comme une maison sans porte verrouillée. Toute influence s'y infiltre. La personne finit par vivre en réagissant, jamais en agissant. Elle réagit aux humeurs d'autrui, aux actualités, à la circulation, aux factures, aux comparaisons. Son énergie se dissipe comme l'eau qui s'infiltre par les fissures. Et, en fin de journée, elle ne sait pas pourquoi elle est fatiguée. Elle le sait, c'est tout. Il y voyait la source de la frustration humaine, des vies guidées par la réaction et non par un but. Mais la bonne nouvelle, et il insistait sur ce point, c'est que l'on peut construire une direction. Cela ne requiert pas de génie, mais de la clarté. Et la clarté ne naît pas de l'inspiration, mais de l'analyse. Il enseignait qu'il faut coucher ses désirs sur le papier, non pas pour rêver, mais pour les mesurer. Mesurer, c'est agir. Agir, c'est progresser. Progresser, c'est créer une dynamique. Et quand on crée une dynamique, l'impossible commence à paraître simplement improbable. C'est alors que tout bascule. La vie quotidienne, avec toutes ses exigences, peut sembler un obstacle, mais il y voyait un atout. Il était convaincu que les grandes transformations commencent dans les environnements les plus simples. Il disait que faire la vaisselle avec attention est un entraînement aux grandes responsabilités, que respecter les petits engagements prépare aux plus importants, et que mettre la table aujourd'hui libère l'esprit pour les grandes décisions de demain. Rien n'est insignifiant quand cela crée une habitude. Rien n'est sans importance quand cela forge le caractère. En prenant conscience de cela, un sentiment étrange s'installe. On commence à comprendre que chaque action, même la plus insignifiante, communique quelque chose à son propre esprit. En accomplissant de petites tâches, on se dit intérieurement « Je peux me faire confiance ». C'est là l'essentiel. Il insistait sur le fait que la confiance en soi n'est pas une émotion, mais une accumulation de preuves. C'est le fruit de la mise en pratique de ses engagements. Et celui qui accumule ses preuves développe une force intérieure quasi inébranlable. Le doute s'estompe, la vision s'élargit, la peur recule. Et surgit alors la question qui conclut ce moment avec une force croissante. Si vous continuez à vivre exactement comme aujourd'hui, où serez-vous dans 5 ans? La réponse n'apparaît pas comme une menace, mais comme une illumination. Car c'est précisément en imaginant ce scénario que naît l'impulsion du pas suivant, celui qui exige encore plus de courage, de stratégie et de lucidité. Exactement le genre de mouvement que Hill considérait comme le tournant décisif entre ceux qui désirent et ceux qui réussissent. Il y a des moments dans la vie où une vérité semble jaillir de votre esprit comme un éclair silencieux. Elle ne demande ni permission, ni préparation. Elle illumine simplement ce que vous avez trop longtemps ignoré. Napoleon Hill
décrivait ce phénomène comme un choc de conscience, l'instant où les vieux schémas s'effondrent et où une nouvelle compréhension s'impose. Ce n'est pas mystique, c'est mental. C'est le moment où vous réalisez enfin que la vie que vous désirez ne peut naître des mêmes pensées qui ont façonné votre vie actuelle. Cette prise de conscience, aussi simple qu'elle puisse paraître, est révolutionnaire. Elle marque le début d'une profonde restructuration, car ce que vous acceptez en vous détermine ce que vous construisez autour de vous. Il croyait profondément en la capacité humaine à remodeler son propre esprit. Il a démontré que chaque croyance fonctionne comme une lentille, et que cette lentille détermine notre perception des défis, des opportunités, et même de nous-mêmes. Si cette lentille est imparfaite, déformée ou limitée, tout le reste est compromis. C'est pourquoi certains transforment les difficultés en élan, tandis que d'autres transforment de petits obstacles en murs infranchissables. La différence réside dans ce qu'ils nourrissent intérieurement. Et c'est là qu'un point essentiel se pose. Avez-vous entraîné votre esprit ou l'avez-vous laissé vous entraîner? La question est troublante, mais il faut la poser. Combien de vos limites sont réelles et combien ne sont que de vieilles histoires que vous répétez sans vous en rendre compte? Ce point invite à une réflexion plus approfondie. Il affirmait que l'esprit humain fonctionne selon deux modes, la création ou la répétition. Lorsque vous ne créez pas de pensées nouvelles et significatives, en accord avec l'avenir que vous désirez, votre esprit répète automatiquement ce qu'il sait déjà, y compris les peurs, les insécurités et les habitudes qui sabotent vos projets. Cette répétition peut être si subtile que vous ne la remarquez qu'avec le temps, sans que rien ne change. La vie devient alors une suite d'intentions inassouvies, comme des carnets remplis d'objectifs qui n'ont jamais vu le jour. Il avertissait que l'intention sans action engendre la culpabilité. L'action sans intention engendre la confusion. Mais l'intention accompagnée d'action engendre la transformation. Cette transformation exige un courage silencieux, celui d'admettre qu'il faut devenir quelqu'un d'autre pour accomplir quelque chose de différent. Il ne s'agit pas de renier qui vous êtes, mais de laisser derrière vous les versions obsolètes de vous-même qui ont déjà rempli leur fonction. L'esprit humain affectionne les habitudes car elles offrent sécurité, mais c'est précisément cette sécurité qui freine l'évolution. Il disait que la zone de confort est un lieu où rien ne s'épanouit. Elle est certes confortable, mais stérile. Et la question inévitable se pose. À quoi vous accrochez-vous encore par attachement, et non par nécessité? C'est dans ce contexte de bouleversement que surgit l'un des concepts les plus puissants de Hill, l'imagination dirigée. Il ne s'agissait pas d'une imagination enfantine, désordonnée et aléatoire, mais d'une imagination maîtrisée, fonctionnant comme une répétition mentale de ce que l'on souhaite construire. Il affirmait que toute chose est créée deux fois, d'abord dans l'esprit, puis dans le monde, en entraînant son imagination par la concentration, la détermination et la répétition. L'esprit commence à accepter comme possible ce qui paraissait auparavant impossible. Et lorsque l'esprit accepte, le corps suit. Mais une autre question essentielle se pose alors. Si notre vie est d'abord créée par la pensée, quel genre de vie répétons-nous mentalement chaque jour? Cette question ouvre la voie à une constatation troublante. Nombreux sont ceux qui ressassent les tragédies plutôt que les possibilités. Ils s'imaginent des échecs et se préparent à des défaites qui n'existent même pas. Ils alimentent leur anxiété de scénarios inventés et sabotent leur propre énergie avant même d'agir. Ils le savaient et insistaient sur l'importance d'orienter son esprit vers ce qui construit et non vers ce qui détruit. Il expliquait que les pensées négatives ne sont pas seulement agaçantes. Ce sont des instructions invisibles auxquelles notre esprit s'efforce d'obéir. Si vous vous dites que vous ne pouvez pas, votre esprit ne discute pas, il exécute. C'est pourquoi il affirmait que maîtriser le dialogue intérieur est l'une des compétences les plus précieuses de la vie. Maîtriser ce dialogue ne signifie pas ignorer la réalité, mais choisir des interprétations qui fortifient plutôt que de paralyser. La réalité existe, mais le sens que vous lui donnez dépend de votre pensée. Face à un défi, vous pouvez dire « c'est trop grand » ou « c'est assez grand pour me transformer ». La situation est la même, mais l'issue est radicalement différente. C'est ce pouvoir que Hill souhaitait que chacun reconnaisse. Non pas le pouvoir de contrôler le monde, mais le pouvoir de se maîtriser soi-même face au monde. La question se pose alors inévitablement. Avez-vous choisi des interprétations qui vous renforcent ou des interprétations qui vous épuisent? À mesure que cette réflexion s'approfondit, un phénomène curieux se produit en vous. Vous
commencez à comprendre que vos décisions ne naissent pas au moment précis où elles sont prises, mais dans les instants qui les précèdent, nourries par les pensées que vous entretenez au quotidien. La décision de persévérer ou d'abandonner se prend bien avant que le défi ne se présente. Elle prend racine dans les schémas mentaux que vous répétez en secret. Il appelait cela une programmation interne, la somme des croyances, des mots, des souvenirs et des attentes qui préparent le terrain où naissent vos choix. Et cela soulève une autre question essentielle. Qu'avez-vous laissé prendre place en vous? À ce stade précis de la construction interne, il introduit un autre élément crucial, l'association. Il affirmait qu'aucun esprit ne se forme seul. Nous absorbons l'énergie, les idées, les comportements et les émotions des personnes qui nous entourent. Et quelle que soit votre force intérieure, nul n'est à l'abri de l'influence de son environnement. Les personnes négatives vous épuisent. Les personnes sages vous épanouissent. Les personnes confuses vous freinent. Les personnes concentrées vous font progresser. L'influence est inévitable, mais le choix vous appartient. C'est pourquoi il posait cette question avec le plus grand sérieux. Qui contribue à construire votre esprit et qui contribue à le détruire? Et c'est précisément lorsque vous prenez conscience de cette responsabilité envers vos relations, vos pensées et vos habitudes qu'une force nouvelle commence à émerger. Elle n'est ni bruyante, ni impulsive, ni émotionnelle. C'est une force calme, réfléchie et organisée. C'est la force qui naît de la clarté et de la conscience. Le genre de force dont parlait Hill, prélude au véritable changement, celle qui ne s'effondre pas au premier obstacle. C'est cette force qui vous permet d'avancer même sans résultat visible, car vous comprenez que les résultats sont une conséquence, et non un point de départ. Et à mesure que cette force se forme, un appel nécessaire se fait entendre. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez que ce voyage ne s'arrête pas là, abonnez-vous à la chaîne non par obligation, mais parce que l'engagement engendre la continuité, et la continuité la transformation, comme l'enseignait Napoléon Hill. L'esprit se fortifie lorsqu'il est nourri quotidiennement, et cet espace existe précisément dans ce but. Vous aider à cultiver la constance, la clarté et une direction. Et maintenant, forte de ces bases mentales plus solides et de nouvelles questions qui résonnent en vous, la prochaine étape se dessine, plus profonde, plus révélatrice, plus exigeante. Une étape qui demandera encore plus de conscience, encore plus d'observation, encore plus de courage pour regarder votre vie en face. Sans filtre, quelque chose qui commence précisément ici. Voulez-vous continuer? Il existe un moment très particulier dans le parcours de quiconque décide de changer de vie. Celui où l'on découvre que le plus grand obstacle n'a jamais été le monde extérieur, mais l'ensemble des choix inconscients faits au fil des années. Napoleon Hill l'a constaté à maintes reprises lors de ses entretiens avec des centaines de personnes ayant réussi, et aussi avec des milliers d'autres ayant échoué. Il affirmait que la différence entre eux était presque toujours silencieuse, discrète, presque imperceptible. Ce n'était ni du talent, ni de l'intelligence, ni de la chance. C'était une combinaison d'état d'esprit et de stratégie, quelque chose de si simple que beaucoup la négligent, précisément parce qu'elle paraît trop basique pour être révolutionnaire. Mais c'est là tout l'enjeu. La simplicité, répétée avec constance, devient extraordinaire. C'est en commençant à percevoir ces mécanismes que la vie révèle des détails qui ont toujours été là, mais que l'on est capable d'interpréter qu'avec la maturité nécessaire. Avez-vous remarqué comment certains parviennent à transformer une épreuve en force, tandis que d'autres s'effondrent face à la moindre difficulté? Il affirmait que le monde extérieur n'est pas la véritable épreuve. La véritable épreuve réside dans la manière dont on se prépare mentalement avant le combat. Il racontait des histoires de personnes ayant tout perdu et reconstruit leur vie, non par héroïsme, mais grâce à une vision stratégique. Il voyait aussi des personnes qui, malgré tous leurs atouts, laissaient passer des opportunités par manque de préparation. Ces histoires véhiculaient invariablement la même leçon. Un esprit entraîné crée des solutions. Un esprit désorganisé se trouve des excuses. C'est précisément à ce stade que surgissent des histoires curieuses, celles qui semblent improbables au premier abord, mais qui révèlent des schémas profonds. Il racontait l'histoire d'un homme qui a réussi à échapper à la misère absolue, non pas grâce à un miracle, mais grâce à une décision quotidienne, consacrer 30 minutes par jour à apprendre quelque chose de nouveau. Cela paraît peu, mais en un an, il a accumulé plus de 180 heures d'études assidues, ce qui lui a permis d'accéder à des postes plus intéressants, puis à des fonctions plus élevées.
Quand beaucoup le qualifiaient de chanceux, il souriait simplement, car il savait que sa chance s'était patiemment construite, jour après jour, en toute discrétion. Cette histoire n'est pas un cas isolé, et il connaissait des dizaines de personnes qui ont réussi grâce à la somme discrète de petites décisions. L'improbable devient inévitable lorsqu'il est alimenté par la constance. De même, il observa des situations inverses, où des personnes apparemment prometteuses s'effondraient à cause de détails en apparence insignifiants. Une phrase répétée, une habitude négligée, une mauvaise fréquentation, une pensée défaitiste. Il affirmait que l'échec survient rarement d'un seul coup. Il se dissimule, se cachant dans de petits compromis quotidiens. Et lorsque la personne s'en aperçoit enfin, il est déjà trop tard. Ces exemples révèlent que le succès comme l'échec sont des processus silencieux, qui se construisent bien avant d'apparaître aux yeux des autres. C'est pourquoi le quotidien mérite une attention particulière. C'est là que se cachent de précieux signes, pour le meilleur comme pour le pire. Avez-vous déjà connu ces journées où tout semble aller de travers, pour finalement découvrir qu'un simple choix, fait il y a longtemps, a déclenché cette série d'événements, ou ces journées où tout se déroule sans accroc, comme si l'univers était de leur côté, pour réaliser ensuite que cette fluidité est née d'une décision que vous auriez facilement pu ignorer. Il appelait cela l'effet domino interne. Chaque action, aussi infime soit-elle, en entraîne une autre. C'est un courant invisible qui peut vous emporter vers le haut ou vers le bas. Il existe aussi un phénomène souvent méconnu. La vie a tendance à nous mettre à l'épreuve précisément au moment où l'on décide de changer. Selon il ne s'agit pas d'une punition, mais d'un filtre. La vie cherche à savoir si notre engagement est réel, ou s'il ne s'agit que d'un enthousiasme passager. Il explique que peu après avoir décidé de créer de nouvelles habitudes, des retards, des imprévus, des questionnements, de la fatigue, des doutes et l'envie d'abandonner surgissent. Non pas parce que l'univers est contre nous, mais parce que tout changement exige de l'énergie, et l'esprit, habitué à ses vieilles habitudes, tente de la conserver en revenant à ce qu'il connaît déjà. Ceux qui comprennent ce mécanisme ne sont pas intimidés par les difficultés initiales, ils persévèrent. Ceux qui ne le comprennent pas abandonnent avant même d'en récolter les premiers fruits. C'est là qu'un détail surprenant entre en jeu. Il a découvert que certaines des personnes les plus disciplinées au monde ne l'étaient pas naturellement. Elles le sont devenues en créant des systèmes qui ont rendu la discipline inévitable. L'un d'eux était un homme d'affaires prospère qui a confié à Hill que, pendant des années, il avait détesté se lever tôt. Que faisait-il? Il plaçait son réveil dans une autre pièce pour être obligé de se lever et de l'éteindre. Autre exemple, un écrivain qui avait du mal à se concentrer. Il a commencé à écrire seulement 10 minutes par jour, à la même heure chaque jour, jusqu'à ce que son esprit intègre ce temps comme temps de travail. De petits ajustements, des résultats extraordinaires. La grande révélation, c'est qu'il ne faut pas compter sur la volonté, mais sur une structure. Ces témoignages montrent comment la vie réagit à ceux qui agissent avec intention. Il affirmait à maintes reprises qu'il n'existe pas de vide dans l'esprit humain. Soit vous le comblez par un but, soit le hasard le remplira. Et le hasard est rarement clément. Prenons un instant pour réfléchir à votre propre routine. Combien d'heures perdez-vous en distractions stériles? Combien de jours s'écoulent sans que vous entrepreniez de démarches concrètes vers ce que vous désirez vraiment? Combien de fois savez-vous ce que vous devez faire, mais remettez-vous à plus tard? Et combien de ces répétitions ont contribué à créer la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui? En observant tout cela, le sens des responsabilités s'accroît, tout comme le sentiment de pouvoir. Car si votre vie actuelle a été façonnée par de petites décisions, votre avenir peut l'être aussi. Cela signifie que vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas condamné. Vous êtes simplement au point précis où vos choix vous ont mené, et vous pouvez désormais faire de nouveaux choix. Il a appelé cela le pouvoir de la réorientation consciente. C'est la capacité de rectifier le tir en cours de route, sans drame, sans culpabilité, avec maturité et stratégie. Et lorsque vous comprenez cette dynamique, quelque chose d'intéressant se produit. Votre perception des difficultés change. Au lieu de voir les problèmes comme des ennemis, vous commencez à les percevoir comme des indicateurs. Chaque défi révèle les domaines où vous devez encore progresser. Chaque obstacle met en lumière vos lacunes en matière de préparation. Chaque frustration expose une croyance qu'il convient de remettre en question. Il disait que la vie ne parle pas avec des mots, mais avec des situations. La question est,
Avez-vous été à l'écoute? C'est à ce stade du parcours que l'histoire prend une tournure plus profonde. Car maintenant que vous comprenez le pouvoir des habitudes, l'influence de l'environnement et l'impact des décisions subtiles, l'étape suivante se présente, celle où vous devrez affronter quelque chose d'encore plus intime, les récits intérieurs qui façonnent votre identité. Il ne s'agit pas de simples pensées isolées, mais d'histoires que vous vous racontez depuis des années. Et c'est précisément là, au cœur de ces histoires, que réside le pouvoir de libérer ou d'entraver tout ce dont vous êtes capable. La prochaine étape commence exactement lorsque vous êtes prêt à examiner ces récits avec une honnêteté absolue. Au fil du temps, on réalise qu'une dimension encore plus profonde se cache derrière chaque choix, chaque habitude, chaque comportement, le discours intérieur silencieux que l'on se répète sur qui l'on est et sur ce que l'on croit être capable d'accomplir. Napoleon Hill a étudié ce phénomène avec une précision chirurgicale. Il affirmait qu'aucune action ne peut vaincre le pouvoir d'un discours intérieur mal construit. On peut travailler dur, faire des projets, essayer de changer ses habitudes. Mais si, au fond de soi, on croit ne pas le mériter, ne pas avoir sa place ou être incapable, tout ce que l'on entreprend sera saboté par cette identité cachée. Et c'est précisément là que de nombreuses vies prennent une tournure inattendue. L'ennemi n'est pas extérieur, il est intérieur. La limite ne réside pas dans le monde, mais dans la façon dont on se perçoit en son sein. Il a observé que l'esprit ne tolère pas longtemps la contradiction. Si vous agissez d'une certaine manière tout en croyant le contraire, l'esprit cherche toujours à vous ramener à vos anciennes habitudes. C'est comme un élastique qui s'étire mais reprend sa forme initiale dès qu'on le détend. Cela explique pourquoi tant de personnes entreprennent des changements avec enthousiasme et, quelques semaines plus tard, retombent dans leur travers. Ce qui les retient, ce n'est ni la paresse, ni la malchance, ni un manque de compétences. C'est une identité qui n'a pas évolué. Il affirmait qu'on ne peut maintenir un changement que s'il est en accord avec ce que l'on croit être vrai de soi-même. La question est inévitable. Qui croyez-vous être lorsque personne ne vous observe? Cette question exige une honnêteté absolue, car elle vous amène à vous confronter à de vieux souvenirs, parfois enfouis dans l'enfance, critiques reçues, échecs passés, peurs que vous n'avez jamais su nommer. Combien de fois avez-vous abandonné trop vite, car, au fond de vous, vous pensiez ne pas en être capable? Combien de fois vous êtes-vous plaint du manque d'opportunités, alors que le véritable problème était le manque de confiance en soi? Combien de fois avez-vous comparé votre vie à celle des autres, pensant que le problème était la malchance, alors qu'en réalité, il s'agissait d'un manque de conscience de soi? Il disait que le monde ne vous traite pas tel que vous êtes, mais tel que vous présentez à lui. Et quand on se rabaisse, le monde se rétrécit avec nous. Quand on a peur, le monde érige des barrières. Quand on se tient droit, le monde nous ouvre. Cela paraît simple, mais ça ne l'est pas. Car pour changer son attitude extérieure, il faut d'abord changer son discours intérieur. Et changer son discours intérieur ne consiste pas à répéter machinalement des phrases positives. Il s'agit de reprogrammer ses souvenirs, de reformuler ses expériences et de reconstruire ses convictions. Il expliquait que la véritable transformation commence lorsqu'on remplace les pensées automatiques par des pensées délibérées. L'esprit, lorsqu'il est guidé consciemment, devient un outil créatif. Mais lorsqu'on le laisse faire, il répète ce qu'il a appris par la peur. C'est là qu'apparaît un concept surprenant de la méthodologie de Hill, le mastermind. Beaucoup comprennent ce terme superficiellement, comme s'il s'agissait simplement d'un partenariat stratégique. Mais Hill concevait le mastermind comme quelque chose de plus profond, une union d'esprit qui amplifie les capacités individuelles. Il était convaincu que lorsque deux personnes ou plus s'unissent autour d'un objectif commun, d'un engagement et d'une vision partagée, elles créent un troisième esprit, plus puissant que chacun pris individuellement. Il ne s'agit pas de mysticisme, mais de synergie émotionnelle, intellectuelle et stratégique. C'est pourquoi certains progressent plus vite, aux côtés de personnes partageant une vision similaire, tandis que d'autres stagnent lorsqu'ils sont entourés de personnes qui n'évoluent pas. Vous l'avez peut-être déjà ressenti. Discuter avec une personne ambitieuse stimule votre réflexion. En compagnie d'une personne qui ne fait que se plaindre, votre énergie diminue. Échanger des idées avec une personne disciplinée favorise l'amélioration de vos habitudes. Et passer trop de temps avec une personne qui vit dans le chaos peut vous mener à la ruine. Il affirmait que personne ne réussit seul. Non pas que l'effort individuel soit sans importance,
mais parce que l'esprit humain est programmé pour reproduire des schémas. Vous imitez ce que vous voyez, vous absorbez ce que vous entendez, vous intégrez ce que vous vivez. Dès lors, la question se pose avec force. Qui influence le récit que vous vous racontez? Ces réflexions vous amènent à une vérité. Changer d'avis ne suffit pas, il faut aussi changer d'environnement. Cela inclut les personnes, les habitudes, les lieux, les contenus, les conversations. Il affirmait que pour transformer son destin, il faut transformer son état d'esprit. Cela peut impliquer des séparations douloureuses, des choix qui paraissent étranges, au premier abord, des silences difficiles. Mais c'est ce processus qui distingue ceux qui aspirent véritablement à évoluer de ceux qui ne recherchent qu'un changement superficiel. En réorganisant votre environnement, vous réorganisez aussi votre énergie, votre discipline, votre lucidité. Vous cessez de lutter contre les distractions et vous vous engagez enfin pour ce qui compte vraiment. C'est dans cette reconstruction qu'émerge un phénomène souvent ignoré. La vie réagit immédiatement à ceux qui adoptent une nouvelle attitude, non pas par des résultats instantanés, mais par des signes. Il affirmait que la vie envoie de petites confirmations lorsque l'on est sur la bonne voie. Il peut s'agir d'une opportunité inattendue, d'une conversation pertinente, d'une idée éclairante, d'une invitation inédite. Ces signes sont comme de petites lumières sur le chemin, indiquant que l'on a enfin progressé. L'erreur de beaucoup est d'ignorer ces lumières, les jugeant trop discrètes. Or, ce sont précisément ces lumières qui mènent au chemin le plus important. De même, la vie nous envoie des signaux d'alarme lorsque nous nous obstinons à rester là où nous n'avons pas notre place. Démotivation soudaine, fatigue persistante, erreurs répétées, conflits fréquents, sentiment de stagnation. Il affirmait que ces signes ne sont pas de la malchance, mais des messages. La vie communique constamment. Il suffit d'apprendre à les interpréter. Écouter, c'est apprendre. Ignorer, c'est répéter les mêmes erreurs. Et chaque répétition coûte du temps, de l'énergie et des opportunités qui ne se représenteront peut-être jamais. C'est pourquoi Hill insistait tant sur la prise de conscience. Il savait que le succès tient moins à la vitesse qu'à la direction. Et c'est précisément là que réside le point crucial de cette phase. Le courage de prendre pleinement en main son histoire. Il affirmait que prendre le contrôle est l'acte le plus transformateur qui soit. Il ne s'agit pas d'orgueil, mais de responsabilité. Il s'agit de regarder son propre chemin et de dire « Désormais, c'est moi qui décide ». Ce changement n'est pas facile. Il exige de la force émotionnelle, de la discipline mentale et la capacité d'affronter ses faiblesses. Mais c'est ce changement qui donne naissance à la version la plus puissante de vous-même. La vie change quand vous changez. Et vous changez lorsque vous décidez fermement de vous défaire de l'identité qui ne vous permet plus de devenir la personne que vous aspirez à être. À ce moment précis, la tension monte. Car la question inévitable, celle qui détermine tout désormais, est simple et troublante. Êtes-vous prêt à abandonner l'ancienne histoire et à forger une nouvelle identité? Non seulement à penser différemment, mais aussi à agir comme quelqu'un qui n'accepte plus les mêmes schémas. Cette réponse ne peut être théorique. Elle se manifeste dans les jours à venir, dans les actions et les choix qui suivront. Il disait que la vie observe qui vous décidez d'être et vous ouvre ensuite les portes d'un niveau supérieur. Et c'est précisément ce niveau supérieur qui commence à se dessiner, comme une transition silencieuse vers une conclusion qui exigera tout ce que vous avez bâti jusqu'ici. Clarté, discipline, courage, détermination et une profonde conscience de votre évolution. L'étape finale n'est pas seulement la compréhension, c'est une transformation concrète. Elle commence précisément à ce stade. Lorsque vous atteignez ce stade, quelque chose en vous change. C'est comme si une vieille couche se brisait, laissant place à une conscience plus lucide. Napoleon Hill disait que ce moment précis, où la compréhension profonde rencontre la responsabilité personnelle, est le plus puissant de tout le parcours humain. C'est l'instant où la connaissance cesse d'être une simple information et devient transformation. Dès lors, tout ce que vous ferez aura plus de poids, plus de clarté et plus d'intention, car désormais, vous n'agissez plus automatiquement, vous agissez en pleine conscience. Il était convaincu qu'un esprit éveillé est la plus grande force créatrice à la disposition de l'humanité. Il expliquait que lorsqu'on prend le contrôle de son dialogue intérieur, qu'on réorganise ses croyances et qu'on concentre son attention sur ce que l'on construit, l'univers semble réagir différemment. Ce qui paraissait confus s'éclaircit, ce qui semblait lointain se rapproche. Il ne s'agit pas de magie,
C'est la conséquence naturelle d'un esprit qui a commencé à fonctionner avec un but précis. Et ce but, cultivé au quotidien, transforme notre identité, notre environnement, nos opportunités et notre vision de l'avenir. C'est à ce stade que l'on commence à discerner plus clairement les combats qui méritent véritablement nos efforts. Il affirmait qu'une grande partie de la souffrance humaine provient du gaspillage d'énergie dans des guerres futiles, les opinions d'autrui, les distractions, les comparaisons et les ressentiments. En se libérant de ces attaches émotionnelles, la vie acquiert une nouvelle légèreté, à la fois ferme et consciente. On commence à comprendre que la force n'est pas du bruit, mais une direction, que la maturité n'est pas de l'endurcissement, mais de la lucidité, que la grandeur n'est pas la vitesse, mais la constance, et surtout, que le véritable pouvoir ne réside pas dans la maîtrise de soi, mais dans la maîtrise de soi-même face à l'adversité. Vous savez déjà que la transformation n'est pas une promesse lointaine, mais un processus. Il a maintes fois affirmé que tout processus évolutif se déroule en 3 étapes: l'éveil, la discipline et la construction. L'éveil correspond à ce qui s'est opéré en vous tout au long de ce cheminement. La discipline, c'est ce que vous entreprenez actuellement, avec responsabilité et constance. La construction, c'est ce que vous verrez se concrétiser dans les mois à venir, lorsque vos actions alignées commenceront à produire des résultats tangibles. Cette triade est inévitable. Agir avec lucidité engendre la lucidité. Agir avec détermination engendre la détermination. Agir avec vérité engendre la liberté. Et peut-être, pour la première fois depuis longtemps, vous commencez à comprendre que vous n'avez pas besoin de transformation radicale du jour au lendemain. Il vous faut de petits pas, faits avec soin, chaque jour. Il disait toujours, la victoire appartient aux persévérants, pas aux plus intelligents, pas aux plus talentueux, pas aux plus chanceux, aux persévérants, à celui qui continue quand l'enthousiasme faiblit, à celui qui agit même quand personne ne le regarde, à celui qui se relève vite après une chute, à celui qui garde le cap même quand tout autour de lui tente de le distraire. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez besoin d'être engagé. C'est là que réside l'aspect le plus pratique, et simultanément, le plus profond de cette étape, la mise en pratique. Savoir ne suffit pas, il faut agir. Comprendre ne suffit pas, il faut expérimenter. On peut transformer cet instant en théorie ou en action, et ce choix déterminera la suite. Hill disait que le savoir non appliqué est un gaspillage, tandis que le savoir appliqué est une richesse. Il insistait sur le fait que chaque personne recèle un immense potentiel qui ne demande qu'à être déclenché. Et ce déclenchement n'est pas une idée grandiose, mais un simple geste. Commencez. Commencez à organiser vos journées. Commencez à filtrer vos influences. Commencez à observer vos pensées. Commencez à vous parler avec plus de fermeté et de respect. Commencez à terminer ce que vous entreprenez. Commencez à prendre des décisions mûres. Commencez à dépasser le stade des excuses. Commencez à agir même sans en avoir envie. Commencez à agir même lorsque vous avez peur. Commencez à agir même sans garantie. Car, comme l'a dit Hill, les garanties se construisent au fil du temps et non avant. La sécurité naît du mouvement, non de l'attente. Et lorsque vous vous engagez dans ce mouvement, une chose surprenante se produit. Votre vie commence à réagir. Pas immédiatement, pas de façon spectaculaire, mais subtilement et progressivement. De petits résultats apparaissent, de petites coïncidences s'alignent, de petites idées prennent sens. Ces signes sont importants. Ils constituent les premières pierres de la nouvelle identité que vous êtes en train de bâtir. Il expliquait que la vie récompense ceux qui agissent, et non ceux qui se contentent de rêver. Et vous êtes sur le point de le constater par vous-même. En repensant à tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent, vous réalisez que ce n'est pas seulement une question d'objectifs, d'argent ou de reconnaissance. Il s'agit de construire une vie riche de sens, une vie que vous admirez, une vie que vous respectez, une vie qui reflète votre véritable nature. Il disait que le succès sans but est vain, tandis que le succès guidé par un but est libérateur. Et ce but n'est pas quelque chose qui vous est offert tout fait. Il naît de la combinaison de vos compétences, de vos valeurs, de votre discipline et de votre vision de l'avenir. Il naît lorsque vous décidez de cesser de simplement survivre et de prendre les rênes de votre existence. Et de cette conclusion découle une vérité fondamentale. Personne ne peut marcher à votre place. Personne ne peut ressentir, décider ou changer pour vous. La responsabilité vous incombe, et c'est précisément là votre plus grand pouvoir.
Car lorsque vous assumez pleinement la responsabilité de votre vie, vous reprenez le contrôle total de votre destin. C'est le principe fondamental que Hill a le plus défendu. La liberté naît lorsque vous devenez l'auteur de votre propre histoire. Et maintenant, porte de cette nouvelle compréhension, une décision s'offre à vous. Il ne s'agit pas de choisir entre des voies extérieures, mais entre des versions intérieures. Continuez à être celle que vous avez toujours été, ou embrasser, une fois pour toutes, celle que vous êtes prête à devenir. Ce choix déterminera votre prochaine décennie, vos prochains résultats, vos prochaines relations, votre prochaine force et votre nouvelle conscience. C'est un choix silencieux, intime et décisif. Par conséquent, avant d'aller plus loin, faites quelque chose de très simple et de très puissant. Prenez la décision. N'attendez pas le moment idéal. N'attendez pas d'être prêt. N'attendez l'approbation de personne. Décidez, tout simplement. Et si ce message vous a touché d'une manière ou d'une autre, s'il a éveillé quelque chose, s'il a réorganisé quelque chose, s'il a éclairé quelque chose, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire, même anonyme. Ce geste, aussi insignifiant soit-il, est symbolique. C'est la première action concrète après votre décision intérieure. C'est un signal pour votre esprit, un signe que vous n'écoutez pas seulement, mais que vous vous engagez. Napoleon Hill disait que toute grande transformation commence par un premier pas, fait avec une intention sincère. Ce pas est le vôtre. Désormais, vous n'accumulez plus seulement des connaissances. Vous ouvrez la voie à un nouveau chapitre de votre vie. Un chapitre bâti avec discipline, lucidité, courage et détermination. Un chapitre où vous cessez d'être spectateur de votre propre histoire et en devenez l'architecte. Alors que vous entamez ce nouveau cycle, souvenez-vous, vous pouvez aller plus loin que vous ne l'imaginez, construire plus que vous ne le croyez et transformer plus que vous ne le rêvez. Le voyage continue. Et maintenant, il commence avec vous, dans la meilleure version de vous-même.